Salut à tous, le face-à-face du jour, c'est avec Paul-Henri Mathieu, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis de tennis. Il nous fait l'amitié et l'honneur de nous recevoir ici au Centre National d'Entraînement de Tennis. Salut Polo. Salut François, bonjour à tous. On va parler bien sûr de tennis, on va parler de coaching et puis aussi d'entrepreneuriat. One, two. Trio. Ça tourne avec donc Paul-Henri Mathieu, capitaine de la France de la Coupe Davis de tennis. Bon, Polo, salut. Salut François. Le principe est simple, on va prendre le temps de discuter et parfois on va s'arrêter pour répondre à quelques petits questionnaires rapides. D'abord, est-ce que tu pourrais juste te présenter en quelques mots un peu sur ta fonction d'aujourd'hui ? Alors je suis aujourd'hui un capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis depuis novembre dernier. On a disputé le premier tour cette année. Voilà, donc je suis un ancien joueur de tennis professionnel. J'ai 18 saisons sur le circuit. Donc une longue carrière parsemée de hauts et de bas, comme beaucoup. Et voilà, j'ai aussi un projet en parallèle dans l'entrepreneuriat. Ouais, et puis on est en 2024 quand même, et en 2024 il y a les Jeux de Paris. Et donc pour se mettre un petit peu en jambes, pour s'échauffer, on va faire un petit questionnaire JO. Voilà. Tiens, si tu devais retenir une discipline olympique ou choisir une discipline olympique, ça serait laquelle ? En dehors du tennis, bien sûr. Oui, en dehors du tennis, moi je dirais le 100 mètres. 100 mètres homme, effectivement, c'est l'épreuve un petit peu phare des Jeux. Et c'est ce qui clôture aussi en général, il me semble, cet événement-là. Et c'est vrai que souvent, on est tous devant notre télé, devant cette épreuve qui est courte, intense. Et c'est souvent des moments qui sont marquants. Un souvenir de JO ? Alors je vais prendre un souvenir un peu personnel parce que j'ai eu la chance de pouvoir disputer les Jeux Olympiques de Pékin. C'était juste avant la cérémonie d'ouverture, effectivement, qu'on allait rentrer dans le stade et qu'on attendait tous un petit peu dans ce fameux couloir du stade où il y avait tous les athlètes mélangés de différentes nations. C'était un moment assez incroyable. C'était en 2008 et effectivement c'était assez gigantesque. Un champion olympique ? Usain Bolt. Ouais, parce que j'ai eu la chance de le côtoyer de loin, plus ou moins loin justement aux Jeux de Pékin. Et c'est vrai qu'il a survolé les Jeux et ce qui m'a marqué, c'est qu'on le voyait au restaurant avec tout le monde et parfois prendre quelques nuggets avant ses courses. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Un souvenir, une épreuve ou je sais pas, un moment dont tu es peut-être le seul à avoir le souvenir ? Ça veut dire que j'ai dû être témoin d'un souvenir. Alors je sais pas trop. Comme spectateur, hein ? Enfin, enfant ou… Enfant, non, il y a Marie-Josée Pérec. Effectivement, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Ouais. Ton objectif, toi, pour ces Jeux à la maison, en tant que capitaine ? En tant que capitaine, bien évidemment, on est toujours ambitieux. On a envie d'aller chercher une médaille. Le but, il y a 2 ans, c'était de remplir le quota de joueurs. Aujourd'hui, ça sera le cas. On aura certainement 4 joueurs de simple et j'espère 2 joueurs de double en plus, en tout cas chez les garçons. Et c'est d'aller chercher une médaille. On sait qu'il peut y avoir des surprises, qu'il y a souvent eu des surprises par le passé. Et comme je l'ai dit, moi j'ai toujours été et je suis ambitieux pour tous les joueurs. Donc je suis ambitieux pour eux. Je sais qu'ils le sont également. Donc il faut aller chercher, il faut se donner les moyens d'aller chercher le Graal. Il faut faire mieux qu'à Londres ? Alors ça va être dur. Ouais, il y avait 2 médailles. Alors c'était en double. Ça serait top d'aller chercher une médaille en simple. Forcément, ça serait une petite surprise, mais comme je l'ai dit, franchement, j'y crois. Ensuite, en double, c'est aussi possible. Il y a le double mixte aussi où on peut avoir une chance. Donc déjà aller chercher une médaille, ça serait beau. Plus, ça serait grandiose. À la maison en plus. En plus, c'est vraiment, c'est ce que je répète un peu à tous les athlètes et tous les joueurs, et même les joueuses qui vont disputer les Jeux. C'est vraiment la chance d'une vie de pouvoir déjà disputer les Jeux Olympiques, mais en plus à la maison à Roland-Garros. Pour certains, ça va être les premiers, pour d'autres peut-être les derniers, pouvoir finir aussi à Paris, à Roland-Garros, disputer les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de magique. Les Jeux Olympiques, toi tu les as disputés, donc tu le disais, à Pékin en 2008, quart de finale ? Exactement, quart de finale, au pied justement de disputer un match pour la médaille. Et ça a été un moment difficile. C'est vrai que c'est une défaite, j'avais perdu contre Fernando González, donc un Chilien. Qui m'a marqué. Ça a été une des défaites les plus amères de ma carrière.
Ouais, parce que tu rêvais, toi, de cette médaille. Oui, bah forcément, alors même si le tennis n'est pas forcément une discipline phare lors des Jeux, mais dès qu'on participe et quand on sent la ferveur, une fois qu'on participe à cet événement-là, l'envie grandit. Voilà, on sait que c'est un événement aussi qui a lieu tous les 4 ans. Donc voilà, pouvoir ramener une médaille olympique à la maison, c'est quelque chose de très fort, même au tennis. On le voit, hein, d'ailleurs, c'est devenu un objectif pour beaucoup de joueurs en début de saison, surtout là, cette année, il y en a beaucoup qui en parlent. Et effectivement, d'arriver à ce stade de la compétition en quart de finale, si proche de pouvoir disputer un match pour la médaille. Tu avais battu le 5e mondial en plus pour ouais, j'ai battu Nikola Davydenko, donc c'est vrai que c'était en plus un grand tableau. J'ai battu Kiefer, il me semble, avant, Lapenti, donc des bonnes victoires. Et juste avant moi, donc, il y avait Federer qui venait de perdre contre James Blake, et moi c'était pour jouer le vainqueur. Donc je savais vraiment qu'il y avait une bonne opportunité, enfin une belle opportunité pour aller chercher une médaille. Voilà, à cette époque-là, c'est là où j'avais atteint le meilleur classement de ma carrière. J'avais battu Gonzalez plusieurs fois durant la saison. Donc voilà, c'était une défaite difficile. C'était le format aussi qui t'a gêné? Tu as souvent fait des longs rallyes en 5-7 dans ta carrière. Et là, c'était en 2-7 gagnants. Oui, alors oui et non, parce qu'après, sur des formats courts aussi, ça permet de mieux récupérer aussi entre les matchs. C'était un grand tableau. Heureusement que c'était d'ailleurs en format court, parce qu'en plus, je me souviens, la météo était assez capricieuse. On avait joué vraiment très très tard le soir. Voilà, non, je ne peux pas dire que c'est le format qui m'a handicapé, parce que ça m'a aussi aidé sur les premiers tours. Mais voilà, non, j'ai simplement fait un moins bon match et perdu contre meilleur que moi. Voilà, ça fait partie des défaites qui t'ont marqué, tu le disais, qui t'ont aussi aidé à grandir, qui te permettent aussi d'être l'entraîneur que tu es. Est-ce que tu rêvais? Il y a toujours cette photo là, quand il y a ton anniversaire en janvier, cette photo sur les réseaux qui circule où tu es enfant et tu dors avec ta raquette. Est-ce que à ce moment-là, tu t'aurais imaginé que tu aurais pu être entraîneur ou en tout cas coach de l'équipe de France, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis? Non, pas vraiment. En tout cas, ce n'était pas un objectif ou un rêve quand j'étais gamin. Effectivement, mon rêve, c'était déjà de faire carrière, d'être joueur professionnel. Et ensuite, j'ai eu la chance et l'opportunité d'intégrer le staff de l'équipe de France il y a 2 ans, sous la houlette de Sébastien Grosjean, qui était capitaine. Et c'est vrai que je me suis dit, le jour où il arrêterait, ça m'intéresserait de prendre la suite, parce que voilà, je pense que par rapport à l'expérience passée que j'ai déjà en tant que joueur, je connais bien l'équipe. C'est vrai que je suis très impliqué maintenant depuis 2 ans sur le circuit avec les joueurs français. Donc je me suis dit que ça pourrait être une suite logique pour moi, et c'est vrai que j'en ai eu l'envie de prendre la suite de Sébastien. Donc c'est plus une opportunité entre guillemets. Oui, c'est une opportunité, une question de timing, et c'est une envie qui a grandi, j'aime dire, petit à petit. Mais c'était pas quand j'ai arrêté, je me suis pas dit je veux absolument être capitaine de Coupe Davis. Il y avait d'autres étapes avant. C'est vrai que je me suis replongé. J'avais coupé déjà dans un premier temps pour prendre un petit peu de recul. Et ensuite, je me suis vraiment replongé dans le circuit maintenant depuis plus de 2 ans. Et ça me plaît. C'est aussi un partage d'expérience. Et c'est aussi un moyen de pouvoir aussi aider des plus jeunes. Et je connais très bien le fonctionnement de l'équipe. Alors même si le format aujourd'hui en Coupe Davis c'est un petit peu différent. Mais je suis persuadé que je peux apporter quelque chose à l'équipe. On a souvent l'idée, en tout cas, ou peut-être les raccourcis que peut-être les médias font, ou le grand public, que le capitaine Coupe Davis doit être quelqu'un qui a toujours gagné, etc. Mais de fait d'avoir perdu, est-ce que ça sert dans le message que tu peux faire passer, notamment pour appréhender les émotions, les événements Oui, je pense qu'en plus, nous, on est dans un sport assez spécifique où on perd toutes les semaines. J'ai effectué 18 saisons, j'ai gagné seulement 4 tournois, donc il y a seulement 4 semaines. Donc si on fait le calcul, on fait entre 20 et 25 tournois à l'année. Donc il y a seulement 4 semaines où j'ai fini invaincu, donc c'est très peu. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à perdre. Nous, on est dans un sport effectivement où il y a une remise en question aussi permanente à avoir. Ça demande beaucoup d'humilité, donc bien évidemment quand en équipe, ça nous sert. Sur des matchs difficiles, quand on perd, il faut savoir rebondir, repartir le lendemain ou repartir juste sur le match d'après avec d'autres joueurs. C'est des choses que j'ai vécues, effectivement, parfois qui m'ont atteint, qui ont été difficiles parfois à accepter. Et comme je l'ai dit, il faut savoir et apprendre à rebondir rapidement et se remettre en question tout de suite pour repartir sur des choses positives. Et il faut savoir aussi
réussir à créer un esprit de groupe avec des individus qui sont un peu éparpillés sur un circuit, qui ne font pas forcément les mêmes choix de tournoi, qui ont des logiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Comment on arrive à créer justement cet esprit-là? Je pense que c'est passer du temps avec eux, avec les joueurs, de bien les connaître, que ce soit eux, leur entourage aussi, d'être en contact régulier avec tout cet écosystème. Après, c'est sûr, on n'est pas une équipe de foot, hein, donc c'est vrai qu'il y a moins de joueurs dans une équipe. Quand on est en Coupe Davis, en format un peu compétition, on est 5 joueurs, 6 maximum. Voilà, après le reste de l'année, il y en a quand même une quinzaine qui sont concernés parce que nous, ça va très vite dans notre sport, dans un sens comme dans l'autre. Quelqu'un qui est aujourd'hui 100e au monde peut être 35e dans quelques mois, donc il peut être sélectionnable. Donc le but, c'est d'être au contact de tous ces joueurs-là. Pour ça aussi, en plus, dans cette année olympique, je me déplace pas mal sur les tournois pour être justement au contact des joueurs, de leur entourage. Je pense qu'il y a une vraie émulation qui s'est créée aussi entre plusieurs générations. Il y a des jeunes qui arrivent, qui sont arrivés très forts l'année dernière, comme je pense à Arthur Fils, à Lucas Van Haché. Et ça a boosté aussi un petit peu les plus vieux. Voilà, je pense à Adrian Manarino qui a atteint son meilleur classement à 35 ans. Gaël Monfils aussi qui revient bien, qui fait de la résistance. Et la génération du milieu avec Hugo Humbert, voilà, qui est là, qui a atteint son meilleur classement aujourd'hui. Donc voilà, il y a une émulation qui est très saine, il y a vraiment, je trouve, une bonne entente entre tous les joueurs. Donc voilà, moi j'essaie de faire perdurer cette ambiance-là. Est-ce que c'est le rôle du capitaine, on va dire, de l'équipe de France, et est-ce que c'est des choses que toi tu as connues en tant que joueur quand le capitaine venait peut-être sur le circuit, ou est-ce que tu t'es imprégné pour ce rôle-là du passé des capitaines d'avant? Sur certaines choses, oui. Sur ce rôle-là spécifique d'être au contact des joueurs et de se déplacer sur les tournois, pas trop, parce que ce n'était pas vraiment le cas. Ça se faisait vraiment pas trop auparavant. Là, je trouve que c'est une force que la fédération peut avoir aujourd'hui d'envoyer le capitaine justement sur différents événements, différents tournois pour rester au contact des joueurs. Je pense que c'est aussi apprécié de la part des joueurs, et ensuite ça permet aussi, quand on arrive en semaine de compétition, de se mettre beaucoup plus rapidement aussi dedans, parce qu'on connaît vraiment le fonctionnement du joueur. On est en contact aussi direct avec leur entourage, que ce soit l'entraîneur à tennis, physique ou leur kiné, donc on les connaît extrêmement bien. Donc voilà, donc de ce côté-là, j'essaie d'apporter aussi un peu de ma patte. Voilà, il y a Sébastien Grosjean qui le faisait effectivement aussi de manière très régulière avant, donc j'ai un peu pris la suite de ce qu'il faisait. Voilà, mais c'est des choses qui sont quand même assez récentes. Est-ce que c'est lié à cette génération qui a besoin peut-être d'être plus entourée ou d'avoir plus d'informations? Oui, alors après aujourd'hui c'est devenu vraiment très professionnel. Tous les joueurs sont extrêmement bien entourés. Donc bien évidemment, quand les joueurs sont vraiment très bien entourés, c'est beaucoup plus aussi difficile d'intégrer, de percer un peu leur carapace. Donc c'est pour ça que c'est important d'être visible, d'être là vraiment le plus régulièrement possible avec eux, d'être au contact, de s'intéresser bien évidemment à ce qu'ils font de bien, aussi de moins bien, et s'ils ont aussi à un moment donné besoin d'aide ou de conseils aussi extérieurs, voilà, de façon très neutre, parce que voilà, moi c'est vrai que aujourd'hui je suis capitaine de l'équipe de France, c'est tous les joueurs français qui m'intéressent, et c'est d'avoir le plus de joueurs possible, donc j'ai un peu ce recul-là. Voilà, donc je peux avoir aussi un avis extérieur qui peut leur être utile à eux, aux joueurs ou à leur entourage. Donc voilà, ça m'arrive effectivement d'avoir des discussions assez poussées avec parfois des entraîneurs, pas sur la programmation ou sur effectivement comment faire passer des messages aux joueurs. Donc j'ai des discussions qui sont vraiment très intéressantes et très enrichissantes justement parce que chaque joueur a un peu une personnalité différente. Moi ça me permet d'apprendre un petit peu de chacun et d'apprendre aussi un petit peu de chaque entraîneur. Donc moi en tout cas ça m'enrichit énormément. Est-ce que tu as une méthode, on va dire, voilà, dans ton rapport aux joueurs? Est-ce que tu as une façon de fonctionner? Est-ce qu'il y a un truc qui t'est particulier? J'essaye d'être proche des joueurs parce que je pense d'établir cette relation de confiance. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut avoir un maximum de retours aussi positifs. C'est ce qui me caractérise aussi pas mal. Après, je suis quelqu'un d'assez posé, d'assez calme. Je suis rarement dans les excès. En tout cas, si on ne me fait pas de coups un petit peu à l'envers ou
si tout le monde est sincère, ça se passera toujours bien. Mais je pense que j'ai aussi cette honnêteté d'être très transparent avec les joueurs. J'ai une communication très transparente. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc c'est ce qui permet de créer du lien avec les joueurs et leur entourage. Voilà, je pense que c'est ce qui me caractérise plutôt bien. Est-ce que tu parlais de carapace tout à l'heure? Est-ce que toi, quand tu étais joueur, tu avais aussi ta carapace et est-ce que, avec le recul, tu te dis tiens, j'étais peut-être trop fermé dans ma carapace? Ouais, je pense que chaque joueur se crée une sorte de carapace, effectivement, à un moment donné, parce que ça nous permet aussi de se protéger. Surtout face aux critiques quand il y en a et quand elles sont malvenues. Effectivement, moi, ça m'est arrivé de créer cette sorte de carapace, parfois certainement trop dure, elle était très difficile à percer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, et souvent lors de ma carrière, j'ai manqué d'ouverture, effectivement, et j'ai eu tendance à me refermer un peu sur moi-même. C'était une manière de se protéger un peu au monde extérieur. Mais ça veut dire des coachs ou Un peu tout, effectivement. D'abord, effectivement, des médias au départ, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu sur le feu des projecteurs et quand ça ne se passe pas, effectivement, comme eux le souhaitent, tout de suite, on est en première ligne. Et il y a eu des critiques très jeunes qui ont été très difficiles à accepter. Là, tu fais allusion à la défaite de Coupe Davis entre autres, effectivement, quand on est jeune, parce qu'on n'est pas forcément préparé à ce genre de critiques. Et ensuite, même avec les entraîneurs, effectivement, je me suis un peu, parfois, j'en ai conscience, renfermé sur moi-même et j'ai manqué d'ouverture. Et aujourd'hui, avec du recul, effectivement, je ferai certaines choses différemment, mais ça c'est quelque chose d'humain aussi, on a plus d'expérience, voilà, on voit beaucoup plus de choses une fois qu'on a tourné la page. Mais voilà, c'était la manière dont j'étais et c'est aussi le tennis et le sport de haut niveau qui m'a permis de grandir et de prendre du recul et d'être différent aussi aujourd'hui. Donc voilà, ça a été une belle leçon de vie. Cette ouverture-là, si tu devais refaire, alors c'est facile de le faire aujourd'hui, mais si tu devais reprendre, tu ferais quoi? Tu irais vers voir des coachs d'autres sports? Ouais. Non, je pense certainement voir, je sais pas, oui, peut-être des coachs d'autres sports, mais j'aurais eu un esprit d'ouverture beaucoup plus vaste. Je pense que ça m'aurait aidé aussi dans mon jeu. Là, je parle de manière très spécifique parce que j'étais quelqu'un qui avait des certitudes très très fortes, parfois trop fortes, et il en faut. Quand on est sportif de niveau, on a besoin d'avoir de certitudes, mais parfois elles étaient trop fortes, elles étaient fausses, et justement ça m'a évité d'ouvrir un petit peu mon spectre de progression technique ou tactique, parce que j'étais vraiment cantonné dans ce que je savais très bien faire. Et la filière de fond de cours. Ouais, filière de fond de cours, et ça m'a limité à un moment donné dans l'ouverture, effectivement, technique, tactique, ou même d'approche psychologique, émotionnelle. Je me suis souvent c'est pour ça que je parlais de carapace, renfermé un petit peu sur ce que je savais très bien faire. Et à force de me méfier un peu de trop de monde, donc j'ai manqué d'ouverture à certains moments de ma carrière. Voilà, c'est la vie. En gros, tu ferais plus de doubles pour aller au filet, quoi. Je ne sais pas si je ferais plus de doubles, certainement un peu plus, mais c'est vrai que après c'est difficile quand on est sportif de haut niveau, quand on a des convictions qui sont très fortes, et si on ne les change pas très jeune, c'est compliqué après de changer. Parce que c'est ce qui nous rassure aussi quand on a des périodes un petit peu moins bien, quand on est en perte de confiance. On se raccroche aussi à des choses qu'on sait très bien faire. Mais quand tout va très bien, c'est là où il faut justement s'ouvrir et apprendre d'autres choses. Il faut dire aussi, et on se connaît et je connais ta carrière, il faut dire que tu étais très fort, très jeune. Donc, on va dire, ces convictions, tu les avais parce que tu étais dominateur dans tes catégories d'âge, dans toutes les catégories d'âge, jusqu'à ta carrière senior. Oui, c'est vrai que j'ai été très fort jeune. J'ai beaucoup gagné jeune et avec du recul, presque trop, parce que justement, comme je l'ai dit précédemment, on est un sport où il faut apprendre à perdre et justement à rebondir après les défaites. Et j'ai eu effectivement, quand il y a eu cette transition entre junior et senior, et je n'étais pas vraiment préparé à perdre si régulièrement. Donc il y a la confiance qui a été un petit peu atteinte et c'est vrai que ça a été difficile à accepter au démarrage.
et je ne me suis pas assez bien préparé justement à cette transition et à ces défaites-là. Alors après, ce n'est pas que de ma faute, hein. On aurait aussi pu me préparer aussi d'une meilleure manière, ou peut-être que j'étais déjà très renfermé à cette époque-là. Ouais. Tu disais que l'entraînement, cette expérience, en fait, elle était venue aussi, on va dire, avec tout ce qui s'était accumulé, la responsabilité du haut niveau, la collaboration avec Sébastien Grosjean. Est-ce que tu te verrais continuer ou pas si jamais l'aventure Coupe Davis s'arrêtait? Est-ce que dans un format un peu privé avec des jeunes ou Alors oui, alors, mais évidemment il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Quand j'ai arrêté ma carrière, effectivement j'ai eu quelques propositions que j'ai pas voulu poursuivre de manière positive parce que j'avais pas vraiment envie de voyager au départ. Aujourd'hui je serais prêt à voyager effectivement entre 10 et 15 semaines. Voilà, plus c'est compliqué, donc aider un entraîneur principal ou essayer d'intégrer une structure pour être effectivement, pour arriver un petit peu en appui de l'entraîneur et pouvoir aussi avoir un autre discours, un discours un peu différent ou un partage d'expérience avec un joueur. Oui, c'est quelque chose qui pourrait être certainement envisageable, que je pourrais faire peut-être si jamais l'aventure de Coupe Davis devait s'arrêter. Demain, parce que voilà, c'est une passion que j'ai depuis tout petit, qui m'anime. Et effectivement, et le fait de me replonger dedans, c'est quelque chose que j'aime. Donc, ouais, j'aime aussi la relation que j'ai avec certains joueurs. Donc, ouais, je serai, si c'est amené à s'arrêter demain, je serai ouvert si jamais il y a des propositions. Ouais, c'est un sport dur, il faut le dire pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, qui est psychologiquement dur et surtout dès le plus jeune âge, quoi. En fait, le joueur de tennis est soumis à une sorte de multitude d'émotions très tôt et c'est assez brutal en fait. Oui, c'est un sport dur parce que c'est vrai qu'on est un peu livré à nous-mêmes dès le plus jeune âge. C'est vrai que la sélection elle est déjà rude voilà, pour pouvoir se démarquer dans les catégories jeunes. Et ensuite, comme aussi tout sport individuel, voilà, on est sur le court ensuite face à nous-mêmes. On a aussi parfois cette impression quand on est jeune d'être constamment jugé. Et ensuite, on se juge aussi nous-mêmes. Voilà, si les résultats ne sont pas là, et si les résultats ne sont pas là, ensuite, parfois c'est un peu une spirale infernale qui s'engage de manière un petit peu négative parce que les autres continuent à progresser, nous, le classement ne progresse pas, on ne gagne pas d'argent, et il faut de l'argent aussi pour pouvoir se constituer un staff. Voilà, on est vraiment un petit chef d'entreprise quand on arrive sur le circuit. Donc il y a beaucoup de pression effectivement dès le départ, et la pression elle est beaucoup sur nos épaules parce que effectivement pour avoir les moyens financiers de bien s'entourer, au départ ça dépend de nos résultats, et les résultats c'est nous qui les avons sur le court, qui les faisons. Il faut effectivement qu'on mette aussi le côté blessure de côté. On a toujours un peu cette épée Damoclès au-dessus de notre tête. Si jamais on est blessé, tout s'arrête aussi d'un coup, on doit tout mettre sur parenthèse. Voilà, il faut à chaque fois qu'on revienne rapidement après une blessure parce que sinon on ne peut pas continuer. Donc oui, il y a un système dans notre sport qui est très rude sur le plan émotionnel, effectivement. Ouais, mais ça on sait dès le départ, mais c'est vrai que c'est un sport vraiment très difficile, comme tous les sports de haut niveau qui sont individuels. Sont très concurrentiels quand même. Pour sortir, moi j'entends toujours ce discours sur les Français qui ne performent pas, mais pour ceux qui arrivent déjà dans les 200 meilleurs mondiaux, c'est déjà exceptionnel, c'est déjà dur. C'est exceptionnel parce que comme tu l'as dit, c'est un sport qui est très concurrentiel, il y a énormément de pratiquants, il y a énormément de gamins qui veulent en faire leur métier. Voilà, il y en a aussi, pour certains, c'est aussi une association sociale d'y arriver. Voilà, ils viennent de pays où c'est difficile, donc ils ont vraiment, comme on dit, la niaque voilà, pour y arriver. Donc c'est dur, il y a beaucoup de concurrence, et effectivement, et surtout que les jeunes, ils arrivent à 18, 19 ans sur le circuit, mais les plus âgés, ils ont 38, 39 ans. Et donc voilà, quand on arrive sur le circuit, les plus âgés, ceux qui ont de l'expérience, ils ne vont pas laisser les jeunes y arriver si facilement. Donc oui, le circuit secondaire est vraiment très difficile, et il faut en général rapidement percer sur ce circuit-là parce que sinon, effectivement, ça devient vraiment le parcours du combattant. On va faire un petit questionnaire coach quand même pour
clôturer ce petit chapitre entraîneur, est-ce que tu pourrais ou est-ce que tu aimerais accueillir un manager de notre sport, et si oui, dans ton staff, qui ça pourrait être? C'est vrai que je ne suis pas énormément de sport, de manière vraiment très régulière, c'est plus ponctuel lors des grands événements, mais c'est vrai que j'ai souvent lu des interviews de Carlo Ancelotti que j'aime bien. C'est vrai que j'ai l'impression que j'ai une personnalité qui se rapproche un petit peu plus de la sienne, donc ça m'intéresserait effectivement de l'avoir dans mon staff pour m'en inspirer. Il n'est pas cher en plus. Bon, il me ferait un cadeau. le manager d'un sport collectif aux côtés duquel toi tu pourrais travailler peut-être l'espace d'une saison pour apprendre des choses ou pour lui apporter des choses. Non, alors je reste un peu dans le foot, hein, c'est pas très original, mais je voudrais bien être une petite souris ou travailler quelques jours aux côtés de Guardiola, ça m'intéresserait. Ouais. Il m'intrigue un petit peu, effectivement, parfois sur les sautes d'humeur qu'il peut avoir et sa manière très dure justement de gérer son équipe. Ça m'intéresserait de voir comment il se fait respecter. L'entraîneur qui t'a marqué, toi? L'entraîneur de tennis? Ouais. C'est difficile d'en sortir un, mais alors, je vais nommer un nom que vous ne connaissez pas, il s'appelle Fritz Snow, qui m'a entraîné aux États-Unis pendant que je m'entraînais chez Nick Bollettieri. C'est l'entraîneur. Tu avais 14 ans? Ouais, j'avais entre 15 et 18 ans, donc j'étais très régulièrement avec lui. C'est lui, j'étais un peu sous sa charge, hein, même si Nick Bollettieri m'entraînait tous les matins, mais c'est lui qui supervisait mon parcours, mon projet. Il avait énormément entraîné André Agassi et effectivement c'est un entraîneur qui m'a énormément marqué par son discours et effectivement sa connaissance du jeu sur plein d'aspects. Donc c'est quelqu'un avec qui tu es toujours en contact ou... Non, alors j'ai perdu complètement contact. On s'est envoyé de temps en temps des messages sur Facebook, merci les réseaux sociaux, ça sert à quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai perdu contact et je m'en veux un petit peu parce que j'ai pas eu de contact pendant ma carrière avec cet entraîneur-là. Alors, il avait été gravement malade, donc je sais qu'il avait quitté un petit peu le milieu tennistique. Mais avec du recul, j'aurais aimé parce que je pense qu'il aurait pu m'aider quelquefois sur des décisions qui sont parfois difficiles à prendre. Le plus passionné avec lequel tu as travaillé? Alors, je pars du principe que tous les entraîneurs avec lesquels j'ai pu collaborer étaient passionnés. Parce qu'ils ont ça dans le sang, ça a été des anciens joueurs. C'est vrai que quand j'étais aussi à l'académie chez Nick Bollettieri, c'est vrai que c'est un passionné de ce sport. J'ai eu la chance de collaborer aussi avec Mats Wilander qui est passionné du jeu, on peut le voir encore dans ses chroniques, lui qui est présent dans certains médias. Mais je pense que la quasi-totalité de mes entraîneurs a été passionnés. Le meilleur technicien, en tout cas celui qui t'a apporté le plus techniquement? C'est une bonne question. Alors, un de mes premiers entraîneurs, donc quand j'étais en sport-études à Reims entre 11 et 14 ans, c'était Gérard Valentin, qui m'a énormément appris sur le plan technique. Et souvent, effectivement, on dit que la technique, elle se construit très tôt et qu'après 14-15 ans, c'est fini. Et j'estime que j'avais une technique assez propre, donc c'est certainement en partie grâce à lui. Toujours des contacts ou De temps en temps, ça m'arrive. Pas assez régulièrement, effectivement, mais ça m'arrive. La phrase ou la devise d'un entraîneur qui t'a marqué? Alors, c'était Fritz Snow. Donc, il me disait en anglais « be like a water », c'est-à-dire « sois comme de l'eau », c'est-à-dire que rien peut t'atteindre. Effectivement, il me disait tu vois, un étang, la mer, quand tu donnes un coup dans l'eau, ça revient toujours effectivement à son niveau initial. Et c'est quelque chose qui m'a suivi tout au long de ma carrière, effectivement. C'est une bonne devise. La préparation réussie d'un match abouti que tu as encore en tête? Non, en général, je me préparais toujours de la même manière. Effectivement. C'était comment? Alors avant les matchs, effectivement, on se met un petit peu dans notre bulle. Moi, j'avais déjà 3 heures avant, on commence à prendre ce repas. Nous, joueurs de tennis, on a vraiment nos routines et des habitudes qui sont vraiment très spécifiques. Et en fait, ça nous permet de rentrer un peu dans notre bulle et dans notre concentration. Et ensuite, je préparais mes boissons, je mettais mes grippes toujours 3/4 d'heure avant le match. Et ensuite, on se met en route une demi-heure, 3/4 d'heure également. Et
Toujours un peu de la même manière, en écoutant de la musique, voilà, en se mettant petit à petit dans le match, en visualisant aussi ce qu'on va faire, en fonction du type d'adversaire qu'on a en face. Donc voilà, je le faisais effectivement avant le match, mais ça m'arrivait effectivement de visualiser le match déjà la veille avant de dormir pour me mettre petit à petit dedans. Ouais. Ces routines-là, est-ce qu'on n'en devient pas prisonnier? Est-ce qu'avec le recul, tu te dis, tiens, j'aurais peut-être dû être un peu plus m'affranchir de ces routines? On en devient prisonnier. Avec du recul, non, parce que, comme je l'ai dit, ça nous permet de nous mettre dedans, en fait. C'est vrai que c'est une routine que nous, on constitue. Effectivement, on a chacun une routine un peu différente. On voit aussi des joueurs avec plein de mimiques sur le court. Mais c'est vraiment une manière aussi de se concentrer, de faire abstraction aussi de ce qui se passe autour. Voilà, donc c'est des routines qui sont vraiment importantes. Effectivement, parfois on en devient un prisonnier, parfois même de l'extérieur ça peut devenir un peu risible, mais on en a vraiment besoin. C'était quoi, la casquette? Non, c'était non, la casquette, alors justement je m'en suis défait parce que ça l'a été pendant une grande partie de ma carrière, surtout quand j'étais jeune. Non, ensuite c'est vraiment la manière aussi dont je demandais les balles au ramasseur. C'était chaque fois le même nombre de balles, du même côté, voilà, mais c'était une façon aussi de me concentrer avant de servir, de faire aussi le vide, de se concentrer sur le point qui allait arriver. Voilà, après sur 2-3 conneries qu'on peut avoir aussi sur les douches qu'on choisit après une victoire et la même douche qu'on garde jusqu'à la fin du tournoi. Voilà, et elles sont comment tes routines dans ton quotidien aujourd'hui en dehors du tennis? Non, j'ai plus. Alors je suis peut-être un peu moins concentré, moins assidu sur certaines choses, mais non, je me suis quand même détaché de tout ça. C'est vrai que quand on a ces routines-là, c'est vrai que c'est des routines qui sont très poussées. Parfois je disais qu'ils sont complètement risibles et qui peuvent paraître ridicules de l'extérieur, mais dont on a vraiment besoin. Et effectivement, une fois quand on redevient une personne normale et qu'on revient à la vie réelle, tout ça disparaît petit à petit. Et sur le banc, là, quand tu étais à Taipei pour la Coupe Davis, tu as recréé des routines? Parce que là, c'est une routine à deux avec un… Ouais, j'ai recréé des routines, effectivement, pour paraître calme, même quand je ne le suis pas. Donc, c'est des routines de respiration, des petites mimiques que je peux avoir. Voilà, parce que le but, c'est d'apporter beaucoup de confiance et de calme aussi, et de sérénité, à chercher le mot, aux joueurs. Donc, voilà, donc je recrée effectivement quelques routines et aussi une manière de concentration, voilà, que je peux avoir, voilà, et dont je me sers effectivement. Enfin, le fait d'avoir été joueur me sert pour retrouver quelques routines, mais elles ne sont pas aussi poussées que quand j'étais joueur. Et ce qui t'aide aussi à être entrepreneur, c'est aussi ce que tu as fait en dehors du tennis. Après ton arrêt, c'était quoi, 2017-2018 quand tu as arrêté? 2017, j'ai arrêté fin 2017. Et notamment de ce projet que tu as mené à bout, qui est Franc-Jeu. C'est un projet d'entrepreneuriat. J'aimerais bien qu'on en parle parce que moi je l'ai suivi personnellement depuis le début, mais c'est une marque on va dire de vêtements sportifs, on est d'accord? Ouais. Mais elle est un peu spécifique. Alors un peu spécifique, effectivement. J'ai eu cette idée-là avec mon associé en 2017. Elle est spécifique parce que, et elle a mis si longtemps à être développée parce que on veut entièrement la confectionner en France et on veut la rendre bien évidemment la plus responsable possible. Et voilà, on veut valoriser notre savoir-faire français et c'est vrai que aujourd'hui c'est compliqué de confectionner des produits français très responsables. Aussi, quand aujourd'hui on confectionne un produit ou quand on achète un produit quel qu'elle soit, forcément ça crée un déchet. Donc voilà, on essaie de penser aussi à la fin de vie du produit. Voilà, on veut le remettre dans un circuit, on va réutiliser les produits, soit en recréant d'autres produits ou recréant du fil pour recréer le même produit. Donc voilà, donc c'était quelque chose de très poussé, c'est pour ça que ça a mis aussi autant de temps à voir le jour. Après, comme tout projet entrepreneurial, et je m'en suis rendu compte, c'est quelque chose de complexe, de compliqué.
on traverse quelques hauts, pas beaucoup de hauts pour l'instant, mais beaucoup de bas. Beaucoup de bas, mais voilà, il faut avoir beaucoup de persévérance, beaucoup de résilience. Et il y a beaucoup effectivement de similitudes avec un sportif de haut niveau. C'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration toujours pour les entrepreneurs, ceux qui se lancent, parce que voilà, ils ont vraiment, je trouve, le même état d'esprit effectivement qu'un vrai sportif. Il faut savoir être résilient, se remettre en question voilà, de façon vraiment permanente et aussi avoir conscience que jamais rien n'est acquis. Ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que tu n'as pas mis ton nom, Paul-Henri Mottieu, sur une marque, c'est que toi, tu as créé le projet, c'est-à-dire que tu es allé chercher les fournisseurs, en tout cas je ne sais pas comment on appelle ça, les gens qui confectionnent, voilà, tu as testé les produits, c'est une démarche de A à Z. Oui, non, comme on dit, j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis. Effectivement, je viens pas du tout du milieu du textile, donc j'avais besoin de m'imprégner, effectivement, de comprendre aussi comment ça marchait, comment l'écosystème marchait. Mais j'ai pas du tout voulu mettre mon nom sur la marque, c'était pas du tout le but. Déjà, ça n'aurait pas marché de toute façon. C'était trop long, mon nom est trop long. Non, mais le but à travers cette marque, alors je suis associé avec une marque qui s'appelle 1083, voilà, qui a créé, c'est Thomas Huriez, le fondateur de cette marque-là, qui a créé une marque de jeans donc éco-responsable, fabriquée en France. Et j'ai vraiment accroché à ses valeurs. Donc on a eu l'envie commune de créer cette marque de sport avec les mêmes valeurs. C'est vraiment, je trouvais intéressant justement à travers une marque de sport de rentrer un peu dans ce monde un peu éco-responsable. Voilà, moi j'étais pas forcément sensible quand je jouais. Et suite à une rencontre donc avec Thomas, je l'ai été petit à petit et d'où la volonté de créer cette marque effectivement. Donc c'est pas que créer des vêtements et qu'on fasse du sport, bien évidemment. Voilà, je suis hyper content qu'on ait créé des vêtements qui soient hyper confortables, légers, qu'on puisse les recycler en fin de vie et entièrement fabriqués en France. Mais c'est aussi voilà, des valeurs qu'on véhicule effectivement sur nos modes de consommation. Ouais, sur notre frénésie aujourd'hui de consommer très rapidement et très régulièrement. Voilà, on veut aller à l'encontre de ça avec cette marque-là. Voilà, donc il y a une vraie pédagogie aussi à avoir auprès des consommateurs. Ouais, je pense qu'on parle beaucoup d'éco-responsabilité aujourd'hui, mais ça englobe beaucoup de choses. Effectivement, donc là, on parle du textile, mais ensuite, effectivement, si on rentre dans ce monde-là, on va faire attention ensuite à différentes choses. Donc, à notre manière de consommer, à notre manière d'acheter aussi des vêtements. Notre manière de consommer, voilà, que ce soit l'alimentation, la manière de trier nos déchets, la manière dont on va se déplacer. Donc tout ça, voilà, il y a un écosystème un petit peu global et je trouvais effectivement qu'à travers une marque de sport, c'était une porte d'entrée vraiment intéressante. T'as quand même, tu t'es levé à 6 h du matin, aller au centre de la France pour aller voir des entreprises, voilà, et souvent tu étais seul. Souvent j'étais seul, mais comme tout… Enfin, au tout début du projet, en tout cas, ça s'est souvent passé comme ça. Tout projet entrepreneurial au départ, effectivement, voilà, ça part d'une impulsion. Effectivement, c'est moi qui ai donné la première impulsion. Ouais, c'est aussi un défi que je me suis lancé. Suite, comme je l'ai expliqué, à cette rencontre que j'ai eue avec Thomas. Mais voilà. Tu as découvert quoi quand tu es allé dans les usines j'ai découvert effectivement. La bonne matière. Non, j'ai découvert qui était derrière la confection des produits, que c'était pas possible aujourd'hui d'acheter un t-shirt à 5 ou 10 €, qu'il y avait un problème derrière si c'était le cas. Que j'aime aujourd'hui savoir qui confectionne mon produit, comment sont traités les salariés dans cette usine-là, qui sont contents, qui sont valorisés, qu'on les mette en avant. Voilà, qu'il y a beaucoup d'étapes avant effectivement de sortir un produit fini, alors un t-shirt, un short, un legging ou brassière, ce que vous voulez, mais que ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, voilà, et que forcément ça a un coût, voilà, et qu'il faut aujourd'hui effectivement, c'est pour ça que je parlais de pédagogie auprès des consommateurs, éclairer le consommateur sur le fait qu'effectivement aujourd'hui le Made in France est un petit peu plus cher, et aujourd'hui je peux l'expliquer pourquoi, parce que j'ai fait le tour des usines effectivement, et il y a beaucoup d'usines qui sont aussi en difficulté. Tout le monde dit aujourd'hui il faut consommer effectivement de manière plus locale, qu'il faut voilà, acheter local, mais ça a un coût. Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont prêts à le faire? Pas forcément, mais si on veut aller plus loin, on va devoir effectivement prendre ce virage-là, parce que les usines en elles-mêmes, alors je parle dans le milieu textile, ils sont dans un virage, en tout cas dans une mouvance un petit peu compliquée. Beaucoup d'usines qui ferment, donc voilà, il faut aussi pouvoir les aider. Et
voilà, pouvoir effectivement lancer une marque aujourd'hui Made in France et aussi de les mettre en valeur, de pouvoir les exposer. Et voilà, moi je suis une marque, il y a d'autres petites marques, mais le but voilà, c'est qu'on se réunisse aussi et qu'on mette en valeur les gens qui sont derrière la confection de ces produits. Frangeux, donc ta marque. Si tu devais me raconter une anecdote d'une de tes visites dans les usines, une personne qui t'a dit un truc que tu as vu, voilà, un souvenir comme ça un peu concret de ces usines que tu as vues, je sais pas, en Bretagne ou au fin fond de la France. Non, parfois ce qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y a pas forcément une grande communication entre les usines. Et parfois les usines, c'est très rustique, elles n'ont même pas de site internet, donc c'est vraiment bouche à oreille. Voilà, parfois on est un peu dans un ancien monde effectivement et on a besoin de les mettre en avant aussi pour qu'il y ait une suite, parce que si on ne les met pas en avant, elles vont disparaître petit à petit. Voilà, après des anecdotes. Mais toi, quand tu es arrivé, Paul-Henri Mathieu, il y en avait qui peut-être t'ont reconnu Ouais, il y en avait qui m'ont reconnu. Effectivement, l'usine qui nous confectionne les produits aujourd'hui, c'est une usine qui s'est procurée des machines qui confectionnent sans couture. Donc voilà, ça existe partout dans le monde, sauf en France, ça n'existait pas. Il m'a demandé s'il pouvait mettre une affiche avec ma photo justement devant les machines. Je dis bien évidemment avec plaisir. Donc quand on peut donner aussi un coup de main, c'est quelque chose qui est assez appréciable et on nous le rend de manière décuplée après parce qu'ils veulent nous aider aussi. Voilà, non, mais ce que j'aime bien dans les usines, c'est d'être au contact justement des personnes qui conçoivent les produits. Voilà, c'est de savoir qui est derrière, voilà, de savoir de manière très concrète. Voilà, s'il y a une couture, je ne sais pas, les coutures, s'il y a un problème, je sais qui a confectionné ce produit-là, donc je peux appeler la personne directement et je trouve que c'est quelque chose d'assez formidable, voilà, d'avoir cette proximité-là. Ton exigence de sportif de haut niveau, tu l'as eu là aussi pour… voilà. Ouais, je l'ai parfois un peu trop, je crois. Parfois un peu trop parce qu'on veut que ça soit parfait. Effectivement, c'est normal. Donc, juste que parfois, effectivement, à la moindre couture, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez méticuleux. C'est vrai que je voulais aussi proposer une multitude de produits au départ. Et on s'est rendu compte que finalement chaque produit était un projet entrepreneurial différent. Donc on a vraiment réduit le vestiaire. Donc voilà, mais on a voulu proposer effectivement des produits qui sont très techniques et qui soient bien finis. Et aujourd'hui, quand on parle de Made in France, on veut des produits de qualité. Donc oui, bien évidemment, on a fait vraiment très attention jusqu'à la confection de ces produits. Tu disais, avec ce que tu sais aujourd'hui, peut-être que tu n'aurais pas refait exactement la même chose. Avec ce que tu as vu dans le monde ouvrier là, du textile, est-ce que dans ta carrière, tu aurais, peut-être que tu l'as fait et que je ne le sais pas, mais tu aurais dû peut-être davantage t'immerger dans ce monde-là pour te changer les idées Ouais, ça m'aurait intéressé de m'immerger effectivement dans ce monde-là, déjà pour changer les idées. Ça permet aussi effectivement, aujourd'hui quand on est assez médiatisé, une parole de sportif peut avoir du poids effectivement et peut engendrer certains changements chez certaines personnes. Voilà, donc je n'ai pas honte de dire effectivement que je n'étais pas forcément sensible sur le sujet et que j'ai commencé donc à m'y intéresser et vraiment avoir une prise de conscience responsable suite à une rencontre. Et ça a été vraiment le point de départ de pourquoi j'ai voulu le faire et que ça puisse effectivement servir à d'autres d'avoir une prise de conscience sur notre mode de consommation tout simplement. Oui, à refaire, oui, j'aurais voulu effectivement avoir cette prise de conscience. Alors après, on est dans un sport, on voyage énormément, j'aurais pas pu ne pas prendre l'avion toutes les semaines, c'est quelque chose de pas possible. Mais peut-être qu'avec mes partenaires de l'époque vestimentaires, j'aurais eu une approche différente ou c'est possible, certainement d'ailleurs. Ouais. Bon, on va quand même d'abord souhaiter longue vie à Frangeux parce que les produits sont bien, au-delà de l'éthique et de la marque bien sûr. Et on vous invite d'ailleurs à aller, il y a un financement participatif sur Ulule, donc vous êtes les bienvenus bien sûr. Et puis on va faire un petit questionnaire Frangeux, voilà, pour clôturer ce petit chapitre. On va imaginer que Frangeux se développe et on va donc se projeter où tu as des choix à faire. Donc le joueur de tennis qui pourrait être un bon DRH pour recruter du monde pour faire tourner Frangeux.
Alors, je choisirais une joueuse du circuit, Hans Jaber. Je trouve qu'elle a un contact facile et effectivement, elle a une faculté de pouvoir, je pense, de l'extérieur, je ne la connais pas vraiment personnellement, même si j'ai déjà croisé, de rassembler les gens qui est assez intéressante. Le joueur ou la joueuse de tennis qui pourrait être responsable de la production. Ah, il faudrait que je prenne un Italien, Berrettini, parce qu'il est toujours bien habillé, effectivement, sur le court et en dehors du court. Il aurait des conseils qui seraient vraiment intéressants pour Frangeux. Le joueur de tennis ou la joueuse qui pourrait être en charge un peu de la com, des réseaux sociaux. Alors, il faudrait. Alors, je ne suis pas trop réseau, effectivement, mais aujourd'hui, on a besoin de l'être. Il faudrait que je fasse un petit benchmark des joueurs ou des joueuses qui sont le plus présents sur les réseaux. Je choisirais le joueur là, ou une joueuse qui a le plus de followers sur les réseaux. Je ne sais pas qui c'est aujourd'hui. Hein. C'est peut-être Nadal ou Federer, Federer qui ne joue plus, ou Sharapova ou Serena Williams qui sont assez actifs. Engagé sur la marque On, je crois. Exactement. Ouais. D'accord. Le champion hors tennis qui pourrait être l'égérie de Frangeux. Alors je ne le connais pas personnellement, mais il m'a l'air vraiment très engagé sur différents sujets, sur tout ce qui touche l'éco-responsabilité. C'est Nicolas Karabatic. Je vois qu'il investit souvent effectivement sur des projets à impact. Voilà, ça serait intéressant. Le joueur de tennis actuel ou passé qui serait un bon entrepreneur. Alors ça dépend aussi beaucoup de l'entourage, hein, de qui on s'entoure. Mais là, tout de suite, à l'esprit, celle qui a la fibre entrepreneuriale, c'est Maria Sharapova, c'est clair. Et Roger Federer, on prend bien le chemin aussi. Le joueur de tennis qui pourrait lancer une start-up avec tous les critères d'éco-responsabilité. Alors, je ne connais pas assez tous les joueurs du circuit. Alors, enfin, je les connais, mais pas de manière personnelle. Je sais que Pierre-Hugues Herbert est assez sensible au sujet, donc peut-être Pierre-Hugues, voilà. Sinon, moi je suis prêt à m'associer avec un autre joueur, parce que moi j'y suis maintenant sensible, donc si on me contacte, pourquoi pas. Allez, on va se quitter bien sûr, mais juste quand même si tu peux nous donner éventuellement, mettre en avant une association peut-être qui t'est chère. Je sais que tu as toujours été actif. Voilà, j'appelle ça la question RSE, mais c'est voilà, est-ce que tu veux faire un petit coup de projecteur sur une de tes associations? Oui, alors je suis parrain d'une association qui s'appelle Du Sport et Plus, voilà, qui aide vraiment les enfants qui sont en difficulté dans les services de pédiatrie. Voilà, donc ils récoltent des fonds pour effectivement amener acheter du matériel pour les services de pédiatrie qui en ont le besoin, ou voilà, organiser aussi des sorties lors d'événements à Roland-Garros ou sur d'autres événements sportifs pour sortir un peu ces enfants-là qui sont hospitalisés, sortir les enfants et aussi leur entourage. Voilà, donc c'est une association qui s'appelle Du Sport et Plus. C'est vrai que j'ai été un des premiers à parrainer cette assoce. Voilà, je suis toujours le parrain, donc voilà, si on peut la mettre en avant, c'est top. Du Sport et Plus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 ? Alors pour 2024, il y a beaucoup de choses, hein. Donc déjà d'aller au bout de la Coupe Davis, ensuite de pouvoir assister effectivement à une médaille olympique d'un joueur, hein, ou d'une joueuse de tennis français bien évidemment, et ensuite un bon démarrage aussi de Frangeux. Bon, les jeux hors tennis, tu vas les vivre comment ? Les jeux hors tennis, on va les suivre beaucoup à la télé, j'ai l'impression, parce que comme on va être sur site ici à Roland-Garros, on est un peu à l'écart. Voilà, mais on va soutenir bien évidemment tous les athlètes. On va être pris au jeu comme tout le monde. Et une fois que la compétition sera finie, j'ai réussi à acheter quelques places. Donc on va aller voir du tir à l'arc et de la lutte avec les enfants. Super, en famille. On peut pas se quitter sans le petit questionnaire post-scriptum de notre rendez-vous. Voilà, avec voilà, est-ce que tu as un livre de chevet voilà. Non, alors j'ai écrit un livre, hein, ça s'appelle Tennis mode d'emploi, donc un livre de chevet pour les enfants. Moi, actuellement, pas trop. J'avais un livre que j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune et en carrière. C'est Le guerrier pacifique de Dan Millman. Voilà, c'est un peu un voyage intérieur, une connaissance de soi qui est hyper intéressante. Un passage ou une citation que tu connais par cœur de ce livre ? De ce livre, non, parce qu'il y a plusieurs tomes, donc il y en a beaucoup. Ouais. Bon. Et le dernier livre qui t'est tombé des mains, enfin en gros que tu as commencé, que tu n'as pas fini ?
Je me souviens plus du titre. Il a dû tomber très rapidement des mains. Bon, merci Polo, c'était sympa de passer ce temps avec toi et d'en savoir plus quand même sur ta nouvelle trajectoire et surtout merci pour ta sincérité qui est, je trouve que la relation que le public avait avec toi quand tu étais joueur, reflétait aussi cette sincérité que l'on apprend à mieux connaître au travers d'une longue interview comme celle-là. Merci à toi. Merci Polo pour ce temps passé, ce temps que tu nous as accordé. C'était intéressant aussi de sortir un peu de l'actualité et puis de voir un peu tous tes projets, comment tu as fait évoluer ton parcours. C'était un vrai moment de partage et c'était vraiment sympa. Vous savez ce que vous avez à faire, vous vous abonnez à la chaîne et puis bien sûr vous nous suivez sur les réseaux avec les liens qui sont cliquables juste en dessous de la vidéo. 1, 2, 1, 2, Trio.